Excellence, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Merci. Quel est l'objet de votre visite ici aux États-Unis? L'objet de ma visite, c'est essentiellement pour s'inscrire dans le cadre du dialogue et de concertation permanente entre nous et les États-Unis d'Amérique, qui constituent un partenaire clé pour le Mali par rapport aux questions de développement, mais aussi par rapport aux questions de sécurité. Plus spécifiquement, nous voudrions quand même tenir le partenaire américain informé des développements en cours au Mali, pouvoir bénéficier aussi de leur compréhension et surtout pour avoir l'ensemble des éléments d'appréciation pour avoir une bonne lecture, une lecture la plus près possible, des réalités. Donc c'est essentiellement dans le cadre de ces échanges-là que nous sommes là, échanges que nous entretenons aussi avec beaucoup d'autres partenaires. Merci beaucoup. Des rumeurs circulant sur la toile affirment que des puissances étrangères empêchent la livraison de la dernière commande d'un avion CASA au Mali. Qu'en est-il exactement? Bon, il est vrai que nous sommes là et que dans le cadre des échanges avec les partenaires américains, la question de la sécurité, la stabilité au Mali et dans la région fait partie des discussions. Et dans le cadre de ces échanges, effectivement, nous avons attiré l'attention du partenaire américain sur la nécessité de faire en sorte que les restrictions qui sont imposées par rapport à l'acquisition de cet avion soient levées. Je vais vous donner un peu les dessous pour que vous compreniez. Le Mali, sur sa base de son budget propre, a commandé un avion de transport de troupes, CASA, un avion d'Airbus Industrie, pour lequel l'ensemble de ses obligations ont été honorées en termes de paiement. D'ailleurs, Airbus est très satisfaite de sa collaboration et de sa relation avec le Mali, et que cet avion est même le deuxième avion acquis par le Mali, et il y avait déjà un premier. Quand on entend avion militaire, mais essentiellement c'est un avion qui a une vocation essentiellement civile de transport de troupes pour aider aussi par rapport aux opérations humanitaires, pour aussi le transport même du matériel électoral. Les chiffres que nous avons sur le premier avion indiquent que sur une période de 2016 à 2020, ce premier avion a permis de transporter près de 50 000 passagers. Et en dehors de ces 50 000 passagers, 75% sont des populations civiles. Donc ça contribue aussi au désenclavement de ces régions du Nord. Donc c'est dans ce cadre-là que, après, dans le cadre de l'acquisition de cet avion, vous savez que Airbus, c'est un consortium dans lequel participent un certain nombre de pays européens, dont l'Espagne, l'Allemagne ou la France. Et les États-Unis particulièrement ont un rôle par rapport à ça, parce qu'il y a un équipement qui est utilisé dans cet avion qu'on appelle un transpondeur. Le transpondeur est un équipement qui permet de situer des avions amis et ennemis autour de cet appareil, mais aussi de faciliter la localisation de l'avion. Donc, puisqu'il s'agit d'un équipement américain, donc il était question que les États-Unis puissent donner une licence d'exportation. C'est la question de cette licence d'exportation qui est donnée par le département d'État américain qui a fait l'objet de blocages. Et on était venu pour essayer de comprendre davantage, parce qu'on a eu des échanges à Bamako avec l'ambassade américaine. Ensuite, nous voudrions vraiment en savoir plus. Il nous a été indiqué que cette question est liée à une loi américaine qui s'appelle Child Soldier Protection Act, qui est la loi américaine qui concerne la protection des enfants soldats. Donc par rapport à cela aussi, nous avons donné, et c'est essentiellement lié à des activités de groupes armés qui utiliseraient des enfants soldats. En tout cas, pour notre part, nous avons montré l'engagement du gouvernement du Mali qui n'utilise pas d'enfants soldats dans le cadre de nos forces de défense et de sécurité, et qu'il est arrivé que dans le passé, il y a des enfants qui viennent jouer dans des camps ou autour des camps, ou manger avec les militaires, laver leurs ustensiles, mais même ceci a été jugé inacceptable. Donc depuis 2013, le ministre de la Défense a fait sortir une lettre circulaire à tous les chefs militaires sur le terrain pour demander que cette pratique cesse et que les enfants n'aient plus accès dans nos camps et qu'il n'ait plus accès aussi au niveau des alentours. Donc maintenant, la question est aussi, au-delà de ça, le ministère de la Justice est aussi en train d'initier une loi dans le cadre de la révision du Code de procédure pénale pour criminaliser l'utilisation des enfants soldats. Donc c'est là où nous sommes aujourd'hui, que bon, le gouvernement du Mali, en tant que gouvernement, est responsable de ce qui se passe sur le terrain, parce que nous ne sommes pas responsables des activités du groupe Gatia,
qui est mis en cause parce que l'autre groupe plateforme a déjà signé cette déclaration qui dit que le groupe armé prend toutes les dispositions pour ne pas utiliser des enfants soldats. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui même, il y a des avancées importantes par rapport à ce groupe Gatia qui est dans les dispositions pour pouvoir faire cette déclaration. Nous espérons qu'avec ces développements, ces restrictions puissent être levées, mais ça constitue quand même un handicap important aujourd'hui pour notre pays au moment où nous nous engageons dans ce processus de transition où des objectifs spécifiques nous sont fixés. Nous pensons que c'est moins de capacitation qui permettent vraiment le désenclavement de ces zones et le transport du matériel électoral puisse être bénéficié, en tout cas cette requête bénéficie de la meilleure compréhension des autorités américaines. Donc c'est dans cet état d'esprit, donc ce n'est pas dans le cadre d'une confrontation, mais je crois que nous sommes venus de bonne foi dire ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir lever ces obstacles, parce que depuis le 6 août, cet appareil était censé être mis à disposition parce que le premier appareil est parti pour la maintenance. Mais à l'heure actuelle, est-ce que les Américains ont été sensibles à votre requête? Bon, les Américains veulent naturellement que, parce qu'ils nous ont indiqué qu'il s'agit d'une question juridique ou une question légale, qui pour être levée, il faut vraiment prendre en charge la condition, c'est d'avoir cette déclaration. Et d'après les informations qui nous parviennent, le groupe Gatia en question aurait signé cette déclaration. Donc nous allons faire en sorte que cette déclaration parvienne là où il faut. Et nous espérons que c'est la seule condition pour que cette question puisse être levée. Nous n'en connaissons pas d'autres, mais nous sommes quand même très préoccupés. Nous essayons d'expliquer à nos partenaires qu'il est important qu'ils puissent aussi prendre ces éléments en considération parce que nous sommes dans un processus de diversification de nos partenaires et de compétition entre nos partenaires et que ce type de complications peut amener l'État malien à réfléchir dans le choix de certaines technologies occidentales si leur acquisition constitue aujourd'hui des facteurs de blocage pour nous permettre de sécuriser notre pays. Merci beaucoup, Excellence. Après 20 ans de présence militaire en Afghanistan, les Américains se retirent en un moment où le pays est contrôlé par les talibans. Et pourtant, les États-Unis ont dépensé des sommes faramineuses pour la formation des troupes afghanes. Que prévoit le Mali pour ne pas connaître le même scénario lorsqu'on sait que Barkhane projette de se retirer sous peu? Il est vrai que les derniers développements en Afghanistan constituent une source de grande préoccupation pour tous nos pays. Mais comparaison n'est pas raison. Le Mali n'est pas l'Afghanistan. Ce qui se passe là-bas ne va pas nécessairement se produire au niveau du Mali. Mais la leçon qu'on tire, c'est que chaque pays doit vraiment assurer sa propre sécurité. Les autres ne peuvent venir que pour pouvoir nous aider. Aujourd'hui, le gouvernement, le président Assimi Goïta et la population malienne sont dans cette dynamique de dire qu'il faut que le Mali assure sa propre sécurité et que les capacités locales soient renforcées pour nous permettre de jouer notre rôle et que nous puissions travailler aussi avec nos voisins dans le cadre de stratégies régionales de réponse et que dans le cadre de ces deux cas de figure, il est souhaitable que nos partenaires puissent aussi venir en soutien. Mais je crois que c'est la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'aucun pays ne peut sous-traiter sa sécurité à une autre puissance. Et sinon, on va au-devant de ce type de situation. Lors de votre dernier déplacement en Algérie, vous affirmez que le dialogue avec les groupes islamiques est une question de souveraineté. Comment concilier la vision de la charia avec les principes de la laïcité? Bon, c'est la question de dialogue avec les communautés qui est en question. Il ne faut pas simplifier ça avec la question de dialogue avec les djihadistes. Vous savez que cette question de dialogue avec les groupes radicaux est une recommandation de la conférence d'entente nationale organisée en 2017, mais aussi du dialogue national inclusif organisé en 2019, qui ont tous recommandé cette option de considérer de parler avec des groupes radicaux, mais qui sont des groupes radicaux maliens. Ce qui nous semble être important, c'est que tout dialogue doit s'inscrire dans le cadre des principes cardinaux de la constitution malienne, notamment le respect de l'intégrité territoriale du Mali, le respect de la souveraineté nationale du Mali et le respect de la forme laïque et républicaine de l'État malien. Donc une fois que ceci est encadré et que toute action s'inscrit dans ce cadre, il n'y a rien que les frères maliens
ne puissent pas discuter. Et l'option du dialogue est une possibilité qui est sur la table et que nous devons explorer. Et cela ne remet pas en cause la détermination et l'engagement des autorités pour continuer la lutte contre le terrorisme. Parce que l'option et la réponse militaire seront toujours là et ils vont continuer. Mais ce qui est important, c'est de faire en sorte que nous puissions marcher sur nos deux pieds. Il y a l'approche militaire, mais aussi il y a le dialogue. Le dialogue avec les communautés, comme le président Goïta l'indique, l'objectif essentiel, c'est de faire en sorte que nos communautés dans lesquelles se trouvent nos jeunes gens qui sont sous l'emprise de ces groupes terroristes, il faut trouver les moyens, soit à travers des programmes de déradicalisation, ou à travers des programmes de dialogue, ou en créant des emplois. En tout cas, regarder les causes qui poussent nos jeunes gens à s'exposer à des groupes criminels, ou à des activités criminelles, ou à l'influence des groupes terroristes. Donc nous pensons que si nous voulons inscrire notre action dans le long terme, l'option militaire à elle seule sera toujours insuffisante et qu'il faut trouver des solutions politiques, des solutions liées au développement économique, aux questions de gouvernance. Est-ce que les pays du G5 Sahel disposent-ils aujourd'hui des moyens de leurs ambitions pour combattre l'extrémisme violent? Vous savez que le terrorisme n'est pas une donnée qui est propre au G5 Sahel, même si les États du G5 Sahel sont aujourd'hui en première ligne dans le cadre de cette lutte. Mais bon, vous savez que le terrorisme, même dans la dimension dans laquelle nous la connaissons, est arrivé chez nous suite à l'effondrement de l'État libyen, suite à une intervention occidentale qui n'a pas été bien pensée, qui n'a pas été bien exécutée, et où il n'y a pas eu de service après-vente, comme un de nos chefs d'État l'a indiqué. C'est ce qui nous a amenés dans cette situation. Donc c'est une donnée qui est globale, au Moyen-Orient, ailleurs les groupes sont liés. Donc maintenant, tout dépend de l'approche qui est en place. Les États du G5 Sahel aujourd'hui dépensent plus de 20%. Au Mali, ça fait au minimum 23% de notre budget national qui est consacré aux dépenses de sécurité et de défense. Et ceci vient naturellement au détriment de ce qu'on aurait pu mettre dans l'éducation, dans la santé, dans l'eau potable qu'on peut apporter à nos populations. Donc c'est des sacrifices importants, mais nous souhaitons que les autres pays puissent nous aider. Les pays du G5 Sahel d'ailleurs ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'encore une fois, la communauté internationale a une responsabilité particulière par rapport à ce qui s'est passé en Libye et ses conséquences sur nous. Donc ils ont cette responsabilité morale de répondre à nos demandes. On a souhaité que la force conjointe du G5 Sahel puisse bénéficier d'un financement des Nations Unies et pour que le financement soit prévisible et pérenne. Et nous avons aussi souhaité que ceci soit sous le chapitre 7. À ce jour, malheureusement, nous n'avons pas de réponse, mais il y a une obligation morale de la communauté internationale de travailler avec les États membres pour faire face à cela, parce que le défi et le fléau auquel nous faisons face, nous ne sommes pas aidés à faire face. Cela met en cause la stabilité et la prospérité de l'ensemble de la région. Il y a des pays aujourd'hui autour de nous qui enregistrent des taux de croissance qu'on envie et dont la stabilité peut être menacée si l'État malien ou en tout cas les pays du G5 Sahel ne sont pas aidés pour contenir cette menace. Il y a récemment un chef d'État qui disait que le Mali est une digue. Et si cette digue venait à céder, qu'à Dieu ne plaise, cela aura des impacts largement au-delà de notre région. Quelle stratégie de communication les pays du G5 Sahel ont développé pour encourager des pays comme le Maroc et l'Algérie à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme? Comme je l'ai dit, la lutte contre le terrorisme nous concerne tous. La menace terroriste nous concerne tous. L'Algérie a passé la décennie noire. Elle sait de quoi il s'agit. Elle a payé un lourd tribut par rapport à cela. Le Maroc aussi a fait l'objet d'attentats dévastateurs au cours de ces dernières années. Donc ces pays se sentent concernés. Et en tant que pays de la région, il y a un dialogue avec ces pays qui aussi apportent déjà leur contribution par rapport à la sécurisation et à la stabilité de la région, par rapport aux moyens militaires et autres qui doivent être mis en place. Et cette discussion continue. Et l'Algérie, le Maroc, comme d'autres pays de la région, sont des partenaires, des alliés, des pays frères, des voisins qui partagent nos espoirs, nos peines et nos défis. Et je suis certain que nous n'avons pas besoin de faire plus que ça pour qu'ils se sentent concernés, parce qu'ils sont déjà avec nous et ils partagent tous les risques que nous encourons. Mais aujourd'hui, le G5 Sahel sans l'Algérie, est-ce qu'on peut dire qu'il est viable? Bon, c'est une approche.
Le G5 Sahel est une approche de sécurité qui a impliqué les 5 pays. Mais il est vrai que pour une sécurité durable, elle ne doit pas être fermée. L'ensemble des États de la région doivent être impliqués. On a le G5 Sahel, mais à côté de ça aussi, on a le comité d'état-major conjoint CEMOC qui implique l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Et aussi, il y a aussi les pays de la CEDEAO qui ne sont pas dans ce cadre. Ce qui semble être important aujourd'hui sur le plan stratégique, c'est d'œuvrer à faire en sorte que ces espaces puissent se parler, qu'il y ait plus de collaboration et de coordination entre ces différents cadres qui ne doivent pas être des cadres cloisonnés. Je crois qu'il faut jeter les ponts nécessaires pour que l'Algérie puisse contribuer à ce dispositif, pour que les pays de la CEDEAO, qui aujourd'hui, beaucoup des pays du sud côtier sont également exposés à cette menace, comment ces pays peuvent. Donc, il y a le processus de Nouakchott aussi, qui est un processus des Nations Unies, qui indique qu'il y a aussi une possibilité pour travailler. Donc, en résumé, c'est de dire qu'il faut que différents cadres peuvent exister. C'est la souveraineté des pays, un moment qui regardent dans la même direction, qui mettent des mécanismes en place, mais ces mécanismes ne doivent être orientés contre aucun État. Ces mécanismes doivent rester ouverts et les collaborations doivent être en place. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que nous travaillons tous pour contenir ces menaces, pour avoir des résultats sur le terrain. La situation sur le terrain aussi démontre qu'en dépit de toutes ces troupes étrangères stationnées dans le Sahel, la solution militaire a montré ses limites. En lieu et place des armes, selon vous, quelle nouvelle stratégie faut-il mettre en place pour empêcher cette jeunesse désœuvrée et désespérée de joindre le groupe djihadiste? Notre conviction au Mali comme ailleurs a toujours été que l'option militaire sera toujours assez réductrice pour faire face à cela. Et comme nous le disions, les questions de défense et de sécurité sont des questions tellement sérieuses qu'on ne peut pas laisser uniquement entre les mains des militaires. Mais pour autant, ce qui semble être important, c'est de comprendre que l'option militaire peut être la première réponse. Mais la réponse durable se trouve sur les questions politiques, les questions de gouvernance, les questions de développement économique, les questions d'emploi, les opportunités économiques que nous créons pour nos jeunes gens. Il y a une étude du programme des Nations Unies sur le développement qui est sortie il y a quelques années, qui a montré que la jeunesse, en tout cas dans le Sahel, qui est enrôlée dans ces différents groupes, la motivation principale, ce sont des raisons économiques qui les envoient sur ces fonds. Ça veut dire que nous devons travailler pour réduire la part de l'économie criminelle. Le trafic de drogue, le terrorisme et les autres acteurs qui sont là, c'est eux qui offrent des emplois et du travail à nos jeunes gens. Donc nous devons renverser cette vapeur, développer plus l'éducation, la formation professionnelle, encourager la création d'entreprises, faire en sorte aussi qu'il y ait un environnement politique et de gouvernance dans ces zones où il y a une présence effective de l'État pour assurer la sécurité, pour la provision des services sociaux de base et qu'il y ait un environnement qui permette à ces jeunes gens de se développer, de rêver et de pouvoir contribuer au développement. Je pense que c'est là où la meilleure prévention contre le terrorisme, c'est justement de donner cette possibilité, cette option aux gens qu'ils ont un avenir. Parce que quand les gens sont désespérés, ils sont ouverts à tous les vendeurs d'illusions qui sont ceux-ci, et c'est vraiment une génération ou des générations que nous perdons si nous n'investissons pas dans notre jeunesse, dans nos communautés, dans le développement économique, dans l'exploitation de nos ressources. Mais pour tout ça, il faut un État présent, il faut un État qui est capable aussi de subvenir aux besoins de sa population, de lui apporter la sécurité, la justice, l'éducation et les autres besoins sociaux. 7 ans après, maintenant on va parler un peu de l'accord d'Alger. 7 ans après sa signature, où en sommes-nous avec l'application de l'accord d'Alger? Où se situe le blocage? Il est vrai que l'accord, il faut d'abord le comprendre comme étant un cadre et un processus qui permet de gérer les questions d'unité et de stabilité du Mali. Donc c'est un cadre qui permet d'avoir les différents acteurs. En cela, je pense que c'est une avancée importante d'avoir cet accord qui a été bénéfique au Mali. Il est vrai que des retards importants ont été enregistrés dans l'application de cet accord. On n'a pas le temps de se jeter les responsabilités, mais je pense que collectivement, nous, les groupes armés, tout le monde, nous sommes responsables de ces retards. Malheureusement, ces retards nous coûtent aujourd'hui excessivement cher parce que la situation politique
et sécuritaire qu'on a connu en 2015 a fondamentalement changé aujourd'hui. Nous avons l'expansion de la menace terroriste qui va au-delà du Mali, dans d'autres pays voisins. Nous avons aussi les conflits intercommunautaires qui tuent plus que le terrorisme et qui tuent plus que les groupes armés. Donc il y avait ces défis, donc il est important aujourd'hui d'accélérer la mise en œuvre de cet accord, notamment dans cette dimension de désarmement, pour faire en sorte que les éléments qui étaient dans des groupes puissent intégrer les forces régulières et ensemble lutter contre les groupes terroristes et aussi accélérer la dimension politique institutionnelle des éléments de cet accord pour que nous puissions avancer et dans le cadre d'un consensus avec l'ensemble des frères et des parties prenantes. Mais aussi, un des problèmes aussi a été certainement que nous devons reconnaître qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication autour de cet accord. Donc le problème, à mon avis, a été beaucoup plus un problème de manque d'appropriation des Maliens de cet accord que par rapport à son contenu, parce que beaucoup en parlent et peu de gens ont lu. Mais je crois que s'il y a un effort à faire, c'est de faire en sorte vraiment que nous puissions nous approprier. Il y a peut-être des éléments qui ne sont pas compris ou il y a des éléments qui peuvent poser problème, de voir ensemble dans le cadre d'un consensus et conformément aux dispositions même de l'accord, de trouver les moyens de pouvoir gérer ces questions. Donc un accord n'est jamais parfait, donc il y a des éléments qui sont des améliorations, mais il faut les gérer de façon politique. Il faut les gérer de façon à regarder qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour notre pays pour aller de l'avant. Et pourtant, lors de la conférence d'entente nationale et le dialogue national inclusif, les Maliens demandent une relecture de l'accord d'Alger. Comment les nouvelles autorités entendent-elles s'y prendre avec ces revendications populaires? Comme vous l'avez dit, il s'agit de demandes de forums qui ont regroupé un nombre important de Maliens de différentes communautés. Et le gouvernement de transition s'est approprié cette demande par rapport à une relecture de cet accord. Ce qui est important, c'est quelle est la démarche par rapport à ça. Donc, une relecture ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause. Je crois qu'il faut regarder quelles sont les dispositions dont l'application a été difficile, quelles sont les dispositions qui posent problème, et regarder dans le cadre d'un consensus. Je crois qu'une relecture ne peut être que consensuelle, et conformément à l'article 65 de cet accord même qui a prévu aussi un mécanisme de relecture. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la CMA et la plateforme, qui sont les deux entités partenaires, mouvements signataires de cet accord, qui sont au gouvernement avec nous. C'est une opportunité pour que nous nous asseyions ensemble pour regarder qu'est-ce qui est possible d'être fait. Mais la priorité, l'urgence, c'est aujourd'hui quand même de regarder qu'est-ce qu'on peut faire par rapport au mécanisme de désarmement, aux réformes politiques et institutionnelles pour avancer pendant cette période de transition le plus loin possible sur ces questions. Et pourtant, je reviens encore un peu sur l'accord. Ce mécanisme de révision de l'accord d'Alger est beaucoup critiqué par beaucoup d'activistes maliens. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ils disent que c'est un mécanisme qui est fermé, parce que le refus d'une seule partie peut ne pas entraîner la révision de l'accord ou la relecture. Mais ça, c'est tout accord. Il n'y a aucun accord qui existe dans le monde. Si c'est un accord, si ce n'est pas un acte unilatéral, ça va nécessiter une discussion entre les parties. Moi, je fais confiance au génie du peuple malien et pour que nous puissions, ensemble avec nos frères et sœurs du Nord, s'asseoir, trouver les moyens nécessaires pour pouvoir avancer. J'ai cru comprendre que d'après certaines déclarations de certains mouvements, qu'ils ne sont pas opposés à cette démarche-là. Donc, ne nous inscrivons pas dans une dynamique unilatérale. Aujourd'hui, il nous est possible, entre Maliens, j'ai compris aussi que l'ensemble de ces questions aussi feront l'objet de discussions certainement dans le cadre des assises nationales de la refondation, qui auront à leur centre la question des réformes politiques et institutionnelles. Je crois que ça sera aussi une opportunité certainement pour les Maliens de réfléchir et de proposer des solutions qui nous permettent de créer des dynamiques positives aujourd'hui pour pouvoir avancer. Dernière question, Monsieur le ministre. Pourquoi l'armée malienne n'est toujours pas déployée entièrement à Kidal pendant que la communauté internationale presse le Mali pour l'application de l'accord d'Alger? Bon, je vous dis que l'armée malienne est à Kidal. Récemment, il y a le ministre de l'administration territoriale qui était en visite, vous avez dû suivre sur les antennes de télévision, qui a rendu visite à cette force armée malienne. Une portion ou une partie de l'armée? Non, elle n'est pas là dans les proportions, elle est là dans le cadre des arrangements
de l'accord. Elle est là, peut-être qu'elle n'est pas encore totalement, pleinement opérationnelle. C'est pourquoi j'insiste encore une fois, il faut qu'on avance très vite dans le mécanisme de DDR, de désarmement, démobilisation et réinsertion, pour permettre d'avoir une armée nationale reconstituée qui, elle, maintenant, permet de faire la distinction entre les groupes qui s'inscrivent dans le cadre de l'accord et les groupes qui sont en faveur de la paix pour qu'ensemble nous combattions les autres. Donc ce sont ces éléments qui sont là, qui est le retard d'ensemble enregistré dans le cadre de l'application de l'accord impacte la présence de l'armée à Kidal. Donc il est extrêmement important aujourd'hui que l'armée soit présente à Kidal. Nous avons un pays frontalier comme l'Algérie, avec laquelle, même pour travailler pour la sécurisation de ces zones-là, du côté malien, il n'y a pas encore de répondant. Donc c'est pourquoi il est extrêmement important d'avancer pour que cette armée puisse être pleinement opérationnelle, mobile, avec vraiment parce que aussi il y a les menaces, il y a des dangers énormes, donc elle doit être là avec sa pleine capacité opérationnelle pour faire face à toute menace. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci beaucoup.